Allez-y, Madame Fondeur. Merci Madame le maire, merci Madame l'adjoint au développement durable, chers collègues. Au-delà du rapport, c'est l'occasion pour nous de nous exprimer sur la politique de développement durable de la ville. Je voudrais commencer par saluer les progrès qui ont été faits sur la restauration scolaire. L'inox a effectivement remplacé le plastique sur toute la ligne, c'est mieux pour la santé de nos enfants et une considérable réduction des déchets. Les menus sont encore en cours de réglage, mais la qualité des produits est au rendez-vous et je sais que vos équipes y travaillent. Des arceaux à vélo et trottinettes sont installés, 4 pistes cyclables ont été pérennisées et une 5e est en passe de l'être. Visiblement, depuis l'édition du rapport, il y en a d'autres qui vont arriver, donc bon, c'est des bonnes nouvelles, c'est super. C'est un début encourageant. Nous attirons donc néanmoins votre attention, donc vous avez répondu en partie sur la nécessité d'interconnecter les villes, parce qu'on ne se promène pas juste à Levallois. Et également sur les véhicules, donc il y a également le problème des véhicules trop souvent stationnés sur ces pistes qui les rendent dangereuses. J'ai pensé pendant un temps que c'était mieux, mais là c'est de nouveau très compliqué. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui se déplacent avec des enfants à vélo, sortir c'est très difficile et il faut anticiper et on ne peut pas forcément le faire. Donc ça, c'est assez dangereux quand même. Il manque également des panneaux de signalisation qu'on vous a demandé, donc pour indiquer où se trouvent les pistes cyclables, et également la possibilité de tourner à droite au feu quand le feu est rouge. Ça permet de dégager et puis de pas stopper la circulation. Les déchets recyclables sont maintenant collectés 2 fois par semaine, donc ça c'est également très positif, ainsi que nous l'avions suggéré il y a pile 1 an et que vous nous disiez que ce n'était pas possible. L'extension continue des réseaux de chaleur et de froid urbains méritent d'être salués, même s'il faut continuer à veiller à la performance énergétique et donc à l'isolation. En revanche, nous sommes beaucoup plus critiques sur l'absence totale de perspective. Alors, il y en a eu un petit peu en présentation, mais dans le rapport, on n'a aucune perspective sur les années, ce qui va être fait ultérieurement. Donc, tout particulièrement sur les enjeux climatiques, dont l'importance vient d'être rappelée unanimement par les participants à la COP26 de Glasgow. Ces enjeux climatiques ne sont mentionnés qu'une seule fois dans votre rapport, et encore grâce à au témoignage d'une famille qui vous dit, page 18, c'est le moment d'agir face à la crise climatique. Donc, c'est important. Nous sommes critiques et inquiets, et comme le dit très bien Greta Thunberg, j'aimerais que vous ayez aussi peur que moi. Ça, c'est une référence. Merci, merci. On ne sent pas de votre part une volonté de vous emparer du sujet, pourtant essentiel. Nous avons tous un devoir de responsabilité et au niveau local, les villes doivent être au premier plan de l'action. Par ailleurs, au-delà de la responsabilité citoyenne face aux risques climatiques, il y a dans l'intérêt des Levalloisiens que nous soyons ambitieux. L'été dernier a été pourri en France, voire frais en dehors du sud-est, et la question du climat est passée au second plan, alors que des événements externes majeurs frappaient d'autres régions du monde. En France, malheureusement, nul besoin d'être devin pour affirmer que les canicules et les inondations reviendront. Il faut nous y préparer pour s'adapter. S'adapter. Un verbe que je n'ai pas vu dans votre rapport, alors qu'il est mentionné 18 fois, par exemple, dans d'autres rapports, tels que celui de la ville d'Asnières. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'ici la fin de la mandature? Vous nous avez donné quand même quelques pistes qui n'étaient pas dans le rapport développement durable. Donc, en termes de prospective, moi, j'aurais bien voulu les lire. Donc, Levallois est la ville la plus dense d'Europe, une ville très minérale. Quid des îlots de chaleur qui accentuent fortement les températures ressenties et augmentent les risques sanitaires, en particulier pour la population la plus âgée. Que faites-vous? La Fontaine a 1 million d'euros. Il existe pourtant des solutions. En voici quelques-unes. Donc effectivement, il y a le raccordement, donc ça c'est une solution, mais il faut également au froid, mais il faut également augmenter la performance énergétique. Le cool roofing. Le cool roofing, c'est d'avoir des surfaces sur les bâtiments qui soient blancs. Ça coûte 22 € le mètre carré. La pose d'enrobés clairs qui renvoie le rayonnement du soleil. L'isolation des bâtiments, la pose de stores occultants pour limiter le recours à la climatisation, des brumisateurs de rue, des points d'eau, etc. Il y a également la végétalisation. Elle est essentielle pour faire baisser la température en période de canicule, jusqu'à moins 6 degrés à l'ombre. Où pouvons-nous planter plus d'arbres, mettre des plantes vivaces?
quelles actions pour modifier le PLU et donc rédiger la charte de la ville durable, donc qui va être rédigée cette année. Nous avons proposé un pré-projet de cours Oasis pour l'école Jules Ferry avant l'été. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, il s'agit de débitumer et végétaliser des parties de cours d'école qui sont en pleine terre pour favoriser des îlots de fraîcheur. Ce serait trop long de détailler le projet ici, mais je reste à la disposition des personnes intéressées. Toujours est-il que pour des raisons très politiciennes et contraires à l'intérêt des Levalloisiens, nous avons reçu une fin de non-recevoir alors que l'école était partante, qu'un groupe d'étudiantes aurait pu être mobilisé, ainsi que les ressources et conseils de la Ligue de l'enseignement. Le projet a été jugé gadget et vous n'avez pas souhaité donner de suite. Si l'école Jules Ferry n'était pas le meilleur candidat, ce que je peux entendre, il aurait pu être mis en place à l'école Anatole France ou ailleurs. C'est dommage. Pareil, quels sont les projets en matière de circulation et de bruit? Donc vous avez évoqué quelques pistes. Qu'en est-il de la piétonisation de certains éléments de centre-ville, de la réduction de la vitesse à 30 km/h en dehors des axes, des zones de stationnement pour les livreurs, et à quand un plan de stationnement qui, hors grands axes, inverse les priorités? Les piétons d'abord, puis les mobilités douces, et ensuite les véhicules motorisés. C'est le sens de l'histoire. Et une vraie politique qui encourage le stationnement en souterrain pour libérer la voirie. Voici quelques idées pour construire cette vision qui manque au rapport développement durable. D'autant que vos services financiers ont négocié un surplus d'emprunt de 15 millions, un taux record, qui pour l'instant n'est pas fléché. Donc peut-être qu'on va avoir des surprises tout à l'heure quand ça va être présenté. C'est peut-être enfin l'occasion de construire un plan ambitieux pour nous permettre de préparer notre ville, améliorer notre qualité de vie et protéger les plus vulnérables. Une fois de plus, le sujet est très vaste pour être débattu, trop vaste pour être débattu en 15 minutes. C'est pour ça que je reste à la disposition de quiconque souhaite en parler pour faire avancer les choses pour notre ville. Merci à tous. Merci Madame Fondeur. Deux petits points que j'ai relevés. La cour Oasis, effectivement, c'était remonté jusqu'à moi. Je l'ai regardé. J'ai pas jugé ça gadget du tout. J'ai jugé ça inadapté. Après, chaque maire est libre de faire ce qu'il veut dans ses cours d'école. Mais moi, je ne fais pas jouer les enfants levalloisiens dans des copeaux de bois. Pardonnez-moi, mais j'ai trouvé ça ni dans la boue, ni dans... C'est pas des copeaux de bois, non, il y a une cour Oasis, c'est quelque chose qui se construit. Et l'intérêt du projet... J'ai regardé, la vidéo que vous nous avez envoyée, c'est des copeaux de bois, madame. C'était une vidéo. Oui, mais d'accord, mais moi je regarde pas 40 vidéos. Quand vous me sollicitez sur un sujet, je regarde la vidéo que vous m'envoyez. Donc pour vous dire encore une fois, cette cour Oasis, je l'ai regardée, j'ai trouvé ça ni joli, ni très adapté, limite dangereux sur certains jeux, un gros tronc d'arbre au milieu de la cour pour que les enfants grimpent dessus, pardon, mais moi je trouve ça un petit peu dangereux. Donc non. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas parce que les propositions que vous faites ne retiennent pas notre attention qu'on est fermé, borné ou quoi que ce soit. Vous l'avez dit, sur la restauration scolaire, les bacs en inox, effectivement, on a suivi, c'était une bonne idée, on a exploré la piste, on a regardé comment faire en sorte que ce soit pas un coup délirant, ça prend du temps. Alors vous avez peut-être trouvé que ça n'allait pas assez vite, mais on avance. C'est-à-dire vous pouvez pas dire, quand on va dans le sens de ce que vous avancez, ah c'est formidable, on a tapé du poing sur la table et la majorité a été obligée de plier, ce que j'ai pu lire de part et d'autre dans vos tribunes notamment, et quand on vous suit pas, la majorité est fermée, ils sont complètement obtus, c'est horrible, c'est la dictature, etc. Souffrez quand même un petit peu, qu'on choisisse et qu'on fasse des choix qui nous semblent pertinents, qui me semblent pertinents, sur les sujets qu'on est amenés à évoquer ensemble. Sur la végétalisation, vous nous dites qu'il faut végétaliser davantage. On a un projet emblématique, vous le savez, qui est notre projet de bassin écologique. C'est-à-dire dans le terme, en matière de verdissement d'un espace très minéral, il est quand même au top du top. Ce projet-là, vous n'en voulez pas, vous considérez qu'il est trop coûteux. Ah oui, végétaliser, ça coûte beaucoup d'argent. Là, sur le prochain budget, on a budgété 400 000 € pour végétaliser la place Jean Zay. 400 000 €. C'est ça que ça coûte de la végétalisation, c'est très très cher. Donc on le fait, dès qu'on a un espace qu'on peut végétaliser, on le fait. La toiture Maurice Ravel, rue Vergniaud, rue Barra, rue Barra aussi, rue Barra, la promenade plantée, où on a demandé à un privé qui a un gros chantier rue Barra de pouvoir intégrer une promenade plantée de 15 arbres, qui nous coûtera 0 parce que c'est porté par le promoteur. Donc on le fait, Madame Fondeur, on le fait. Ben, je m'énerve un petit peu parce qu'à chaque fois, la manière dont vous présentez les choses est désagréable. Donc ça m'énerve.
Voilà. Donc à un moment donné, je dis les choses. Pareil, favoriser le stationnement en sous-sol, Madame Fondeur. Favoriser le stationnement en sous-sol à Levallois. On a 21 parkings publics avec 30 minutes gratuites. Enfin, je ne sais pas ce que je peux faire de plus, quoi. Ou alors faire gratuit pour tout le monde, mais dans ces cas-là, le Vapark met la clé sous la porte et c'est fini. Non mais d'accord, il y a toujours un travail il y a toujours... sauf que, encore une fois, on avance, les vélobox, on avance, le parking à vélo, on avance. Personne ne l'avait jamais fait à Levallois. Personne ne l'avait jamais fait. Alors qu'on soit pas une ville archi-écolo ou qu'on soit pas dans l'espèce de posture politicienne très démagogique, oui, effectivement. Moi, j'ai des Levalloisiens qui viennent me dire, sur les 30 km/h, j'espère, Madame le maire, qu'on ne deviendra pas la ville de Paris, avec des pistes cyclables qui viendront remplacer les voies de circulation et rouler à 30 km/h partout. On en a des voies 30 aujourd'hui à Levallois, on en a quelques-unes là où ça s'impose, mais je ne vais pas mettre la rue du président Wilson à 30 km/h, excusez-moi. Voilà. Ah oui, voilà. Madame Fondeur, c'est bon. Sophie, tu voulais peut-être répondre sur la collecte. On n'a jamais dit que c'était impossible. Encore une fois, arrêtez de caricaturer notre propos. Là aussi, effectivement, ça m'agace. Je n'ai jamais dit, Monsieur Messatfa, vous n'avez pas la parole, je n'ai jamais dit que c'était impossible. J'ai dit que ça coûtait de l'argent, et oui, ça coûte beaucoup d'argent. On a réussi, grâce aux négociations qu'ont menées Madame Deschiens et André Dorzeski, notre directeur de la voirie, à faire en sorte que ce coût puisse être absorbé en organisant différemment la collecte, mais c'est des mois et des mois de travail et de négociations. C'est pas, tiens, d'un coup, on fait une deuxième collecte extraordinaire et vive la vie. Enfin, à un moment donné, arrêtez de caricaturer notre travail et de dire qu'on dit que c'est pas possible. On vous dit que ça pose des difficultés. Et bien sûr que c'est compliqué, vous avez vu notre commune, c'est-à-dire que quand vous faites circuler des camions, vous pouvez pas dire on double la collecte, comme ça on met 2 fois plus de bennes, ça coûte 2 fois plus cher, c'est pas grave, et puis ça fait 2 fois plus de bouchons dans le Valois. Enfin, ne caricaturez pas. Enfin, les comptes rendus, on les a, on peut les ressortir, on peut s'amuser à ça, mais je suis pas sûr que ça élève le débat public. Madame Deschiens. Oui, merci. Merci Madame le maire, en réalité vous avez tout dit, c'est vrai que... Pour suivre votre conseil, Madame le maire, je suggère au groupe qui vient de nous interpeller à ce sujet, la prochaine fois que vous posterez une vidéo, coupez-la, parce que tout ce que vous venez de dire, et je l'ai dit lorsque je vous ai répondu. Donc je vous ai expliqué que nous étions en train de travailler à l'époque pour basculer en C2, que justement ce C2... si on ne le travaillait pas, le coût... Non mais attendez, Madame, je vous conseille de réécouter la vidéo que vous avez, enfin pas vous, votre collègue a postée sur les réseaux. Donc, et de lire le compte-rendu également du conseil municipal que vous avez adopté et qui reprend exactement mot à mot ce que je suis en train de vous dire. Lorsque vous en avez parlé, je vous ai déjà posé une première question. Combien coûte le contrat annuel de la collecte des ordures ménagères? Vous n'avez pas su me répondre, madame. Donc aujourd'hui, je vous dis qu'il coûte, à l'époque, il coûtait 5 millions, plus de 5 millions 100. Il était hors de question que je me présente chez madame le maire et derrière, devant les Levalloisiens, avec un avenant à plus 600 000, parce que c'est cela que ça coûte, la mise en place de la C2, si on ne travaille pas. Il convenait donc de mener un certain nombre d'études. Je vous les ai toutes décrites à l'époque. Elles ont d'ailleurs été décrites dans l'Info Levallois du mois d'octobre dernier. Le taux de présentation, c'est-à-dire combien de fois par semaine sont réellement sortis les bacs, adresse par adresse, le taux de remplissage de ces bacs en période creuse, en période moins creuse, en période de vacances, en période de crise sanitaire, la fluidité de la circulation, justement avec le passage des camions-bennes. Combien y a-t-il de camions-bennes, madame, qui circulent sur la ville tous les soirs? Vous ne le savez pas. Faux. Voilà, c'est faux. Voilà, pas de chance. Voilà, parce que... Non mais c'est tout ça. Voilà, vous n'avez... Et derrière, vous oubliez une chose très importante, qui est également le traitement. Combien ça coûte tout ça en traitement? Vous aviez un de vos collègues qui était présent à l'inauguration du centre de tri de Nanterre. Vous étiez là, en tant que collaborateur. Je vous ai bien vu. Donc, vous savez bien ce qui a été dit.
Vous savez bien que le Valois, au sein de POLD, est aujourd'hui reconnu comme une commune la plus en avance, d'une part sur l'extension des consignes de tri. Non mais monsieur, vous n'avez pas la parole. Donc d'une part sur l'extension des consignes de tri, tout ça, il fallait que les Levalloisiens se l'approprient et comprennent comment ça fonctionnait, et que ensuite on ait tout le résultat pour pouvoir basculer en C2. Ce qui est le cas depuis le 4 octobre. Et alors, dernière petite question, à votre avis, seulement sur le mois d'octobre, octobre 2021, octobre 2020, quelle est la réduction d'ordures ménagères dans nos collectes et quelle est l'augmentation du tri sélectif? Comment? Non, mais répondez, je viens de vous poser une question. Voilà. Donc, voilà. Donc, le seul mois d'octobre, nous avons amélioré le tri sélectif de 47 tonnes et nous avons réduit les OM de 6 tonnes. Et c'est un très gros travail. Et ça ne se fait pas comme ça en claquement de doigts. Et surtout, il y a 0 surcoût au contrat que payent les Levalloisiens tous les ans via la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Merci, Madame Deschiens. Madame Fondeur. 45, donc le budget est resté le même, d'accord, ok, donc c'est une très bonne chose. Vous avez aussi enlevé, enfin, vous avez fait ce que vous aviez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la négociation, il y a aussi des tournées en moins, c'est-à-dire qu'il y a des zones de Levallois où les bacs marrons sont moins relevés, donc je veux dire c'est normal. Donc, c'est pas normal parce qu'à l'époque c'est pas du tout ce que vous. Si, c'est ce que je disais, absolument. Je parlais de substituer une tournée de poubelles marron par une tournée de poubelles jaunes. Justement, et c'est là où vous me disiez qu'il y avait un surcoût. Alors qu'en fait, ce que je vous demandais, c'était une substitution. L'idée, c'était pas de faire un surcoût. Madame, la substitution, comment vous voulez l'organiser si vous ne connaissez pas ce qui est relevé tous les jours dans les bacs? Vous savez ce que c'est de faire des études avant de mettre au point une nouvelle... Mais attendez, excusez-moi, moi, effectivement, depuis qu'on a deux tournées, les locaux poubelles, franchement, c'est beaucoup mieux. Donc, ça déborde plus. Mais c'est top. Allez. Donc, vous pouvez féliciter Madame Deschiens et ses équipes pour leur beau travail. Bravo, Sophie. Bon, on n'arrivera nulle part. Attendez, Madame Hermeneux, juste pour vous dire ce que vous explique Madame Deschiens, c'est que c'est pas on en met une en plus et on supprime l'autre. C'est-à-dire que là, l'étude qui a été faite, c'est de voir sur quel quartier on pouvait effectivement supprimer sans dégrader le service, là où sur d'autres quartiers, on n'a pas pu le faire. Donc, on a doublé la collecte du tri sur toute la ville de Levallois, mais on a supprimé certaines tournées, certains jours de collecte sur uniquement certains secteurs qui pouvaient supporter une baisse de collecte. Et ça, c'est un énorme travail parce que c'est-à-dire que ben par ben, on regarde quelle est celle qui est sortie qui est pleine et quelle est celle qui est sortie qui est à moitié vide et qui peut supporter un jour en plus sans collecte. Mais ça, c'est un travail de fourmi. Et c'est ça qui prend un temps dingue. C'est ça qui prend un temps dingue. La taille des locaux poubelles, qui peut accueillir un bac en plus ou pas. Enfin, ça prend du temps, Madame Fondeur, et c'est ça qui est un peu agaçant avec certains membres de l'opposition ici, c'est qu'on a l'impression que voilà, c'est comme ça, il faut le faire, tiens, on a une bonne idée, on le fait, ça coûte pas d'argent et ça va vite, et si la majorité elle fait pas immédiatement, c'est qu'elle traînasse et qu'elle y met pas de la bonne volonté. Ben non, on travaille. Mais en fait, moi ce que je trouve agaçant, c'est qu'à chaque fois on est pris de haut, on propose quelque chose. Je dis pas que c'est facile ou qu'il faut le faire instantanément, mais l'an dernier, on s'est fait prendre de haut quand on a proposé de substituer une tournée. L'idée, c'était même pas de rajouter un surcoût, et on s'est fait balancer, on s'est fait prendre de haut en disant Madame Fondeur, voilà, vous nous prenez de haut, vous êtes très agressif. Je vais essayer de pas l'être pour pas être dans le même registre. Et de même sur la cour Oasis, vous balancez ça en disant c'est des copeaux. Non, l'idée c'est de construire. Alors là, Madame Fondeur, je suis prête à mettre un visuel de ce que vous m'avez proposé. Vous pouvez mettre un visuel, mais c'est... Alors là, avec grand plaisir, c'est des copeaux. Mais, c'est des copeaux de bois, c'est-à-dire qu'on fait jouer les enfants dans des copeaux de bois. Isabelle, je t'ai même dit, moi j'ai dans nos cours de récréation, on a des enfants, pas des cochons d'Inde. Vous préférez qu'ils crèvent de chaud avec du bitume, c'est ça? Qu'il se fasse pas mal, Madame Fondeur, pardonnez-moi, je préfère qu'il se fasse pas mal. Mais le copeau de bois, Madame le maire. Écoutez, laissez-moi juste terminer ma phrase. C'est-à-dire que l'idée, c'est de construire la cour qui est adaptée à l'école, à la population. Et c'est quelque chose qui se co-construit. C'est pas quelque chose qui vient que vous installez comme ça, top-down. L'idée, c'était de co-construire. Et toute l'idée de ce projet qu'on avait imaginé sur Gabriel Ferry et qui aurait pu se mettre sur une autre école,
c'était de construire quelque chose avec les enseignants, avec la Ligue de l'enseignement, avec également ce groupe d'étudiantes. C'était de tester, et peut-être des parents et les élèves. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, de voir ce qui marche pas. Avec tout le monde, sauf avec l'adjointe concernée, visiblement. Pas du tout. Je suis allée, avant de parler à qui que ce soit, j'en ai parlé à Madame Coville. J'ai pas fait les choses dans votre dos. Excusez-moi. J'ai fait les choses en transparence. C'est elle qui m'a conseillé de monter le projet avec le directeur d'école. Donc, ben si. Excusez-moi. Non, Madame le maire, Non, mais écoutez, c'est comme ça qu'il va y d'abord construire un projet d'éducation. L'idée, c'était pas de construire une cour oasis la première année, c'est de faire un projet. On avait quelque chose. Vous nous avez reproché de venir avec des choses pas construites. Donc, on a essayé de construire quelque chose. Enfin, il y a un moment, quand on vient avec une proposition qui est pas construite, ça va pas. Quand on vient avec une proposition qu'on est construite ou qu'on a déjà élaboré un peu, ça va pas non plus parce que ça va. Parce qu'on marche sur des plates-bandes et il y a un moment que c'est inextricable quelque part. Donc, et il n'y a pas de communication qui concerne les écoles sans intégrer l'adjointe responsable des affaires scolaires. Alors, oui, ça va justement, pas. Justement, oui. Madame le maire, si je peux me permettre, juste 2 mots sur ce sujet. Il était évident que quand j'ai eu le dossier produit par Pascal, ma première réaction a été de dire qu'il fallait en parler à l'adjointe aux affaires scolaires. D'ailleurs, vous l'avez sollicité. Non, c'est pas vrai. Pascal, vous l'avez sollicité, vous lui avez envoyé le sollicité. dossier. Et nous avons toutes les deux proposé à Madame le maire de regarder ce dossier, ce qui était normal. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'il existe beaucoup d'autres projets de végétalisation des cours d'école. Il existe beaucoup d'autres projets. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est une véritable étude. C'est ce qu'on dit sur tous les autres sujets. Il faut étudier plusieurs projets et ne pas arriver avec un seul projet qui, en plus, ne présente pas forcément un intérêt ni pour la ville ni pour le reste. Donc, c'était un pré-projet. C'était un pré-projet qui aurait pu faire état. Il faut en proposer d'autres. Bon, il faut en proposer d'autres. Ben alors voilà, donc ok, il faut en proposer d'autres. Mais il faut faire des études pour ça, il faut réfléchir, il faut comparer des choses. C'était un pré-projet pour réfléchir. C'était ça l'objectif, c'était d'avoir un pré-projet qui permettait de réfléchir. On partait pas bien en tête pour construire quelque chose. On avait une petite équipe qui permettait de tester des choses. Et c'était ça un pré-projet, parce qu'un pré-projet, alors faire des pré-projets en chambre, pourquoi pas, mais l'idée c'était de faire un pré-projet où justement il y avait, Allez, on a bien compris. En tout cas, Madame Fondeur, moi vous me faites pas des pré-projets sans intégrer les adjoints concernés, parce qu'il n'y a pas des plates-bandes, il y a des délégations avec des adjoints dont c'est le travail. C'était pas mon intention. Ben oui, mais c'est un peu comme ça que ça s'est fait en tout cas. Donc quand vous avez un pré-projet à travailler, vous travaillez en direct avec mon adjoint ou mon adjointe et vous venez pas lui montrer in fine en bout de course que vous avez préparé dans votre coin. C'est pas comme ça qu'on peut travailler. Et encore une fois, on est quand même assez ouvert, Madame Fondeur, et vous pouvez le dire, notamment sur la restauration scolaire, on vous a quand même largement associé quand vous l'avez demandé. Je peux vous dire que vous citez Asnières, je sais pas qui c'est vous qui citiez Asnières tout à l'heure. Je doute que ça se passe comme ça à la mairie d'Asnières pour connaître un tout petit peu Manuel Achliman. Voilà. Allez, Madame Hermeneux. Ah pardon, attendez, hop, ça s'est enlevé. Excusez-moi, on a dû cliquer. Voilà. Normalement, Madame le maire, Madame l'adjointe au développement durable, je vais faire bref. Une bonne partie des choses que j'avais prévu de dire a été couvert soit directement par Madame Fondeur, soit lors de vos échanges. Donc je vais essayer d'aller plus rapidement. Une des choses que je voulais dire, c'est que je pense que les enjeux autour du développement durable, ils sont énormes. Tout le monde en est conscient. Le rapport publié par le GIEC fin août et les débats qui viennent de se dérouler à la COP de Glasgow n'ont fait que de mettre l'emphase sur le fait que le dérèglement climatique est le problème de tous, à tous les niveaux. Évidemment, les villes doivent prendre leur part. Le rapport qui a été détaillé par Madame Coville montre que, effectivement, la ville de Levallois prend sa part dans les démarches qui doivent être menées. Moi, je voulais aussi saluer en particulier 2 choses. Donc, tout ce qui a été fait autour de la mobilité, les pistes cyclables, leur pérennisation déjà faite et à venir. Les arceaux supplémentaires qui ont été positionnés, il me semble,
une cinquantaine, si j'ai bien lu le rapport. Les zones sécurisées de parking dans le parc Verdun, tout ça, on salue vraiment ce qui a été fait, et ce d'autant plus qu'une bonne partie de ce qui a été fait était dans le courrier qu'on vous avait écrit voilà, au début de notre mandature à nous aussi. Donc voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est effectivement les grands progrès qui ont été faits sur la restauration collective. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, ça a été évoqué. Après, moi, ma vision des choses, c'est qu'en fait, on est arrivé à un point où le sujet est tellement important qu'on arrive dans une phase, et d'ailleurs on le voit, et c'est une conséquence directe en fait de ces COP qui se passent les unes derrière les autres, où il y a des engagements qui sont pris, et qui derrière sont pas matérialisés dans des actions ou des plans d'action. C'est pas qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas forcément de plan d'action, il n'y a pas forcément d'indicateurs, et il n'y a pas forcément d'objectifs chiffrés qui sont fixés. Et en fait, quand on ne se fixe pas d'objectifs chiffrés sur des indicateurs précis, en fait, c'est difficile de suivre la trajectoire. Je suis ravie de voir qu'on a recalculé notre empreinte carbone. La dernière qui avait été publiée sur le site de la ville, elle datait de 2014, donc je me doute qu'il devait y avoir un petit raté, que celle de 2017 n'avait pas été publiée. Elle a été faite et elle a été publiée dans le rapport développement durable. Elle n'était pas sur la page. En fait, quand on va sur la page développement durable aujourd'hui du site de la ville de Levallois, on ne trouve que le rapport de la dernière année. Et en fait, la dernière évocation qui est faite du calcul de l'empreinte carbone, c'était celle de 2014. Je ne doute pas que le service communication mettra à jour le site avec la nouvelle empreinte carbone. Il y a à votre disposition les chiffres de 2017. Le moins 42% que vous avez évoqué, est-ce que c'est par rapport à la dernière fois ? Par rapport à 2017. Par rapport à 2017. Il faut bien comparer. On a démarré en 2014. Il n'y avait pas de chiffres comparables, donc on ne peut pas comparer avec rien. On a démarré. Donc évidemment, la comparaison est entre 2017 et 2021. D'accord. Je rappelle que le bilan carbone, c'est tous les 3 ans. Voilà, pour moi, l'empreinte carbone de la ville, ça pourrait être un des grands indicateurs que l'on cherche à suivre et sur lequel on se fixe des objectifs précis. C'est-à-dire, peut-être qu'on veut qu'à horizon les 3 prochaines années ou les 4 prochaines années de la mandature, faire diminuer notre empreinte carbone de, je ne sais pas, et je dis un chiffre totalement au hasard, 30%, et après de décliner un certain nombre d'actions et de suivre ces actions. Je viens du monde de l'entreprise, je ne sais pas faire autrement. Et voilà, je suggère humblement que ça puisse être une voie à suivre. L'autre voie que je voulais proposer, il y a d'autres villes et qui sont pas loin de nous, qui sont également dans les Hauts-de-Seine, qui font des choses assez ambitieuses et assez novatrices. Et je pense par exemple à la ville d'Issy-les-Moulineaux qui a adopté les bases d'un budget climat l'année dernière et qui va se traduire, de ce que j'ai compris, cette année dans un réel budget. Je trouverais intéressant que l'on aille explorer et évoquer avec eux la manière dont ils ont construit ce budget climat, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter à la ville de Levallois, et ça permettrait en fait également de faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait un projet qui soit décidé dans la ville de Levallois, pour la ville de Levallois, pour les Levalloisiens, il soit évalué et sous l'angle financier et sous l'angle climatique. Et ça, c'était une proposition que nous avions faite dans notre programme pour les municipales 2020. J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci. Madame Hermeneux, Madame Coville, peut-être une réaction. Je trouve que c'est une bonne idée, à titre personnel. Merci. Je me tiens à votre disposition pour avancer sur ce sujet. Sur le bilan carbone, juste un petit point. L'intérêt de cet exercice, c'est effectivement de collecter des données. Donc, comme vous dites, une fois qu'on collecte des données, après, mais ces données, on les garde pas juste pour faire un dossier. Ces données sont évidemment l'objet d'analyse pour pouvoir mener les actions et fixer les priorités des 3 années à venir. Et je précise que le processus, c'est qu'on transmet des données à un organisme, que cet organisme traite les données et qu'ensuite on réunit tous les services
de la ville qui ont été des acteurs de la transmission de ces données pour regarder avec eux quelles peuvent être leurs priorités et comment on peut agir. Aucune des actions que nous faisons ne se font comme ça de manière isolée. Tous les services de la ville participent et en tout cas le bilan carbone est un bon outil qui permet d'avancer. Je précise que dans les moins 42%, parce qu'il faut être quand même aussi un tout petit peu intellectuellement honnête, il y a évidemment, dans ces 3 années, il y a eu les années Covid qui ont fait que les chiffres ont probablement été plutôt meilleurs en consommation de CO2. Mais indépendamment de ça, on voit bien d'année en année, de toute façon, qu'on est sur une pente, en tout cas, plutôt positive à chaque fois. Et en tout cas, le processus est un processus vertueux pour la ville. Allez, on va enchaîner, monsieur Jean-Yves Cavallini. Je voudrais simplement rappeler à Madame Hermeneur, qui ne semble pas l'avoir remarqué, que depuis le début de la mandature, depuis plus d'1 an maintenant, le développement durable a été rattaché au service urbanisme en termes fonctionnels, qu'il participe à toutes les réunions de permis de construire et de réflexion sur l'aménagement, et que tous les projets, quels qu'ils soient, des déclarations de travaux, permis de construire, passent au tamis du développement durable dans tous ses aspects. Et puis, le hasard faisant bien les choses, je voulais dire au Conseil que nous étions, avec Madame Deschiens cet après-midi, à la 2e réunion organisée par POLD sur les développements à venir des règles d'urbanisme et d'aménagement dans le cadre du territoire, et que nous avons été surpris, et vous auriez été surpris, de voir l'unanimité des participants élus et administratifs pour commencer à élaborer, à fixer les règles communes. Pour ma part, voir la ville de Nanterre et celle de Neuilly parler d'une même voix a été une expérience que je n'avais jamais imaginé vivre auparavant. Non, mais ça relève du miracle. Ils sont contents, Nanterre, d'être avec nous. On les sent ils récupèrent 1 million d'euros au titre de la politique de la ville grâce à Paul tous les ans. Donc non, ils sont contents. Ouais. Je compléterais que le service des finances va pouvoir bénéficier d'un prêt RSE qui montre bien que le sujet est en train d'irradier, y compris dans les finances. Donc je me félicite que plus il y aura des actions développement durable dans la ville, plus les finances y trouveront aussi leur compte. C'est mieux pour tout le monde. Tout à fait. Allez, monsieur Messatfa, peut-être, pour une dernière intervention. Merci, Madame le maire. Juste sur un point précis qui est le stationnement. Malheureusement, les positions que nous défendons à longueur de conseil municipal ont été un peu caricaturées quand on explique qu'on veut valoriser le stationnement en sous-sol. On est bien conscient de l'existence des 21 parkings, mais le sujet, c'est leur taux d'occupation. Il y a beaucoup de parkings qui sont très, très occupés. C'est une réalité. Je sais que les listes d'attente pour notamment le parking au niveau de la place du Général Leclerc est très longue. Mais on sait pertinemment, vous et moi, que on peut avoir des parkings. Je mets Marcel Cerdan à l'écart parce qu'il est utilisé aussi pour les événements sportifs et il peut être rempli à cette occasion-là. Mais ceux qui sont vers Ernest Cognac, vers la place Pompidou, là où on a des habitations qui sont plutôt neuves, on a des logements qui disposent de parkings individuels. Donc, nous faisons face à des parkings qui sont malheureusement sous-exploités. On a pu regarder le rapport de Levapark il y a quelques conseils de cela, et on a vu qu'on était largement bénéficiaire. Notre proposition était d'avoir, en fait... Oui, bénéficiaire. Et donc, notre réflexion est toujours, dans une ville qui est assez dense, c'est toujours de récupérer de l'espace en surface en prenant en compte les habitudes des gens. Il ne s'agit pas de leur changer leurs habitudes. Mais on constate progressivement aussi, on l'avait vu plusieurs fois, il y a seulement 25% des Levalloisiens qui utilisent leur voiture pour leur trajet quotidien, qui est le trajet professionnel. Ça signifie que pour beaucoup, on utilise la voiture, quand on est une famille ou quand on a un déplacement un peu plus long, le week-end. Et ça revient à utiliser sa voiture 4 fois dans le mois. Et ces personnes-là sont aptes à avoir un parking public qui est à plus de 800 mètres de leur logement. Et ces gens-là, est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de réfléchir à une tarification, peut-être moindre que ce qu'elle est aujourd'hui, pour ces personnes qui n'utilisent leur voiture que 4 fois par mois, un tarif à 80 € par exemple,
et qui permettrait derrière de pouvoir désengorger le stationnement en surface, tout en assurant des recettes, puisque comme ces places sont vides, il n'y a aucune recette actuellement sur les places vides, donc même si c'est 80 €, c'est déjà beaucoup mieux. Et on s'adapterait comme ça aux besoins des gens, on récupérerait de l'espace en surface. Elle est là le sens de notre proposition, elle est construite, il y a des chiffres auxquels on n'a peut-être pas accès, mais on serait ravis de travailler avec le VAPARC sur les possibilités financières pour maintenir l'équilibre. On est très attaché à notre autonomie des parkings. Donc voilà le sens des propositions que nous vous faisons. Elles sont étayées, elles reposent sur une réalité et le quotidien des Levalloisiennes et des Levalloisiens. Donc votre postulat, si je comprends bien, c'est de dire il y a des Levalloisiens qui n'utilisent leur voiture que le week-end. Aujourd'hui, ils la garent en surface pour 50 €. Donc on pourrait imaginer qu'ils la garent demain en sous-sol pour 80 €. Donc c'est-à-dire que n'importe quel Levalloisien qui viendrait nous voir en me disant j'utilise la voiture que le week-end, je lui fais 80 €. Ben, c'est sur la sortie. En fait, techniquement, je peux pas rentrer dans le détail, il faut observer, mais c'est au nombre de sorties. À partir du moment où on la sort plus de 4 fois, oui, on rebascule en 150. Ça, c'est un travail. Je pense que c'est pas non plus la mer à boire de mettre au niveau des bornes, justement, de la détection. Maintenant, on reconnaît les plaques via les caméras. Je pense qu'on a assez avancé technologiquement pour pouvoir régler ce problème technique. Le sujet, il est là, oui, parce qu'on a aussi beaucoup de voitures tampons, on le constate. Donc, ça correspond à un besoin. Le problème, monsieur Messatfa, c'est comme toujours, pour vous, tout n'est toujours que de détails. Il y a aussi un détail que vous oubliez, c'est que le... Vous prenez vraiment toujours de haut, monsieur Chassa, franchement. Pas du tout. Pas du tout. Je vous parle calmement. Mais non, vous des choses assez... J'ai pas l'impression d'être énervé ou agressif. Vous prenez toujours avec un peu d'arrogance. Ah, j'en suis désolé de froisser votre ego. Il y a juste un petit détail que vous oubliez, c'est que le juge, de façon constante, considère qu'il ne peut pas y avoir de tarification sociale différenciée des services publics, pas une tarification industriels sociale. Et commerciaux. Ce n'est pas une tarification sociale. Et notamment sociale. dans le stationnement hors voirie. Si, c'est une tarification. Sociale. 80 € non, elle n'est pas au lieu de sociale. 125, c'est une tarification différenciée. Mais donc elle n'est pas le sociale, juge c'est lié à un fonctionnement et un usage. Et comme une collectivité ne peut pas compenser le surcoût que cela engendrerait, ça voudrait dire qu'on ferait payer cette baisse aux autres usagers. Non, la question que je vous pose, c'est que il ne s'agit pas du tout d'une tarification sociale. C'est une nouvelle tarification complémentaire par rapport à un usage. Sinon, ça voudrait dire que ceux qui ont un abonnement au mois et ceux qui utilisent la voiture que pour 2 heures, il y aurait une distinction. Le sujet, c'est comme une tarification horaire, en fait. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'une tarification horaire. Vous payez votre loyer, une tarification mensuelle est la même chose. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous payez votre loyer, que vous occupiez, on vous demande pas combien de temps vous passez dans votre appartement. Enfin, c'est absurde et complètement irréel et irréaliste de vouloir imaginer qu'on fasse une tarification à l'abonnement, à la minute, à l'heure, au mois, au jour. Ça se fait, à l'heure, justement. C'est dans vos parkings, il y a une tarification mais pas sur l'abonnement. Oui, ça vous amuse beaucoup. Ah oui, ça m'amuse. Comme quoi, voilà, vous savez prendre les gens de haut. Voilà. C'est juste pas possible et ce serait illégal et contraire à nos principes. Donc voilà, là, maintenant, vous pouvez continuer à vous accrocher à ça, sans compter, encore une fois, que vous nous expliquez que les parkings, il n'y a pas assez d'offres de stationnement, ce que disait Madame Fondeur. Visiblement, il y en a, puisque vous constatez qu'il y a des places vides et les gens, ils aiment bien se garer, en général, assez près de chez eux. Donc si on leur propose un parking à l'autre bout de la ville, je suis pas sûr que ça les intéresse franchement. Surtout quand, encore une fois, ils payent 50 € pour se garer en surface, et même à 80 €, je vois pas l'intérêt pour eux d'aller payer plus cher. On est d'accord sur le point qui est de dire que les gens veulent se stationner à proximité de chez eux quand ils utilisent la voiture tous les jours. J'ai pas de problème avec ça, c'est une réalité. C'est ce que justement, si vous m'aviez écouté, c'était le sens de ma démonstration. Je vous explique juste que les gens et les personnes utilisent leur voiture une fois par semaine, ont plus de capacité, de faculté et d'acceptabilité à marcher un peu plus longtemps pour aller récupérer leur voiture. Et si j'écoute votre raisonnement, ça signifie que dans votre raisonnement, il ne peut pas y avoir de tarification horaire et tarification mensuelle. C'est ça mon sujet. C'est quand on utilise 4 fois la voiture par mois, je pense qu'il peut y avoir une tarification adaptée et il ne s'agit en rien d'une tarification sociale. Et je vois que vous ne voulez pas au moins expertiser, on en prend date. Nous, quand on vous explique qu'il n'y a pas de place de stationnement, on parle de la surface, et c'est le sens de notre propos. On explique qu'il y a des difficultés de stationnement en surface, et aller voir un Levalloisien pour lui expliquer que c'est pas possible. Après, comme vous m'avez dit très clairement que les Levalloisiens qu'il fallait davantage de places de stationnement en souterrain.
Non, c'est pas ça qu'on dit. On explique. Alors, excusez-moi, on a passé des mois et des mois, voire maintenant on dépasse l'année, à défendre cette proposition en expliquant clairement qu'on avait beaucoup de places de parking et qu'il y avait 4 à 5 parkings qui avaient moins de 55% de taux d'occupation. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes, et pour lesquels il fallait travailler à optimiser l'emplacement. C'est sur ça qu'on travaille, tout simplement. Heureusement que vous êtes là. Allez, on a compris. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, qui va nous parler de son expérience dans le parking Ouest. Allez-y. Quand vous payerez les parkings, vous verrez que le prix des parkings compte. Voilà. Donc, juste pour préciser, en fait, je ne comprends pas très bien ce débat. Nous, on fait juste une proposition qui permettrait de libérer du stationnement en surface. On est tous conscients qu'on manque de place en surface. Entre les terrasses provisoires qu'il y a eu et maintenant les stationnements de 2 roues, ça fait des places en moins à chaque fois. Donc, c'est une proposition qui permettrait de libérer des places en surface en remplissant des places de sous-sol qui sont parfois inoccupées. Alors, vous pouvez dire, on accepte la proposition, on ne l'accepte pas, mais c'est un choix politique. Ce n'est pas la peine de nous expliquer que la proposition n'est pas viable, qu'elle n'est pas réalisable. Elle est très simplement réalisable. Ok. Je termine. Ce n'est évidemment pas une tarification sociale, puisque ça ne dépend pas du revenu des gens. Ça dépend uniquement de l'utilisation qu'on fait des parkings. De la même manière que vous faites des abonnements pour la nuit, ou pour la journée, ou pour 24 heures, c'est le même principe. Voilà. Et dernière chose, je vous rappelle quand même, quand vous dites qu'il n'y a aucune tarification sociale autorisée par le juge, que le quotient familial existe à Levallois comme ailleurs, notamment pour les cantines et les centres de loisirs. Et ça, c'est bien une tarification sociale, si je ne me trompe pas. Non, mais on n'a jamais dit aucune. On a dit que dans le stationnement hors voirie... Dans les services publics industriels et commerciaux, et notamment le stationnement. Il n'y a aucun problème, puisqu'on n'a pas parlé du revenu des gens. On a parlé de l'utilisation qu'ils faisaient des voitures. Mais voilà. Vous avez changé d'avis, mais comme vous défendez on n'a jamais changé d'avis, temps le tarif social... Je vous invite à relire notre programme des municipales, ou à le lire, puisque visiblement vous ne vous intéressez pas trop au programme des adversaires. On sortira les comptes rendus, moi aussi, je vais chercher. Michel, tu voulais la parole? Monsieur le directeur général de l'Evapark. Oui, je voulais juste expliquer à M. Messafta et M. Cavallini que la gestion d'un parking ne se fait pas simplement au nombre de places. Vous savez que vous avez évoqué Cerdan et Pompidou. On a de nombreux abonnements de sociétés dans la journée et on est obligé de garder un nombre de places vides pour avoir un turnover, parce qu'il n'est pas question qu'un usager qui viendrait horaire ne trouve pas de place. Ensuite, vous parlez de tarification de personnes qui vont rentrer 4 fois, qui vont prendre leur voiture 4 fois par an. Par mois. 4 fois par mois, pardon, et à qui on pourrait faire 80 €, et qu'effectivement, on peut le voir sur les plaques d'immatriculation. Quelle est la réaction de la personne quand on va lui dire la 5e fois, monsieur, vous allez payer ou à l'horaire, ou votre tarif de 80 va passer à 130. Allez discuter avec ces gens-là quand ils ont payé un parking à 80 €. On le vit tous les jours. Les gens qui se trompent, qui payent 2,50 € nous demandent des remboursements. On ne pourra jamais obtenir un truc comme ça sans discussion, sans difficulté. C'est pas aussi simple que vous le dites. Voilà. Donc, c'est pas... Bon, allez, je crois qu'on va enchaîner. Je remercie le groupe Levallois d'Avenir pour cette proposition qui, je suis sûr, sauvera la planète. Des places en voirie. Les places voiries... Et freinera le réchauffement climatique de 2 degrés. Allez, c'est bon.